Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous allons suivre un pilote très courageux, et ceci malgré sa particularité. C'est parti. Il fait un temps admirable en cette matinée du 8 août 1941. Mais Douglas Bader n'est pas là pour profiter des rayons du soleil, et si ce citoyen britannique se trouve en cet instant en France, ce n'est vraiment pas pour faire du tourisme. Pour être très précis, le lieutenant-colonel Douglas Bader n'est pas en France, mais au-dessus de la France. Il survole, aux commandes de son Spitfire, les côtes du Pas-de-Calais. Il y a 2 heures qu'il est parti à la tête de son escadrille pour une mission de chasse libre, c'est-à-dire consistant à abattre tous les avions allemands rencontrés. Ces missions sont essentielles. La bataille d'Angleterre, qui vient de s'achever, a permis à la RAF d'empêcher l'invasion de l'île. Mais la victoire n'est pas vraiment définitive. La Luftwaffe reste puissante et ce sont des missions comme celle-ci qui contribuent à l'affaiblir. Douglas Bader fait la grimace. Sa situation est préoccupante. À la suite d'un engagement violent et confus avec des Messerschmitt, son escadrille s'est disloquée et il se retrouve seul, ce qui est une situation très dangereuse pour un pilote de chasse. Mais bien sûr, pas question de renoncer. Il va continuer à patrouiller tant qu'il aura assez d'essence et il ne mettra le cap sur l'Angleterre qu'au tout dernier moment. Soudain, il affiche un large sourire. Non, sa chance traditionnelle ne l'a pas abandonné. Devant lui, 6 Messerschmitt font route, groupés en 3 paires. C'est une cible immanquable. Il ne rentrera pas bredouille. Pas un instant, il ne songe qu'il va se battre à 1 contre 6. Ce n'est pas cela qui peut lui faire peur. Il a 23 victoires à son actif en 1 an. Il se place derrière la paire du milieu et ouvre le feu. L'un des 2 avions laisse échapper une fumée noire, puis des gerbes de flammes et tombe en vrille. Quant aux 5 autres, il faut croire qu'ils sont particulièrement distraits car ils continuent. Ils n'ont rien vu. C'est inespéré et Bader ne laisse pas passer une telle occasion. Il vise posément le 2e appareil de la paire du milieu, qui explose d'un coup. Mais cette fois, enfin ses adversaires réagissent. Les 2 Messerschmitt de droite décrochent. Ils effectuent un virage très serré pour se placer derrière lui et leur manœuvre a été si rapide qu'il n'a pas pu l'empêcher. Le pilote anglais se sent perdu. Pas question de s'enfuir, le Messerschmitt va légèrement plus vite que le Spitfire. Aussi, il imagine une parade insensée pour leur échapper, se mettre entre les 2 avions restants qui continuent leur route, pour que les autres ne puissent pas tirer. Il s'engage délibérément entre eux et brutalement, il ressent un choc inimaginable, comme si une force terrible avait attrapé son avion par l'arrière. Il constate que ses commandes ne répondent plus et commence à piquer vers le sol. Il jette un regard derrière lui pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et il reste pétrifié. Derrière le cockpit, il n'y a plus rien. Le fuselage, la queue, tout a disparu. Il a dû heurter un des 2 Messerschmitt et ils se sont brisés dans la collision. Ce qui reste de son Spitfire se met en vrille et tombe à toute allure vers la terre. Bien entendu, le lieutenant-colonel Douglas Bader ne panique pas. Les gestes qu'il doit faire dans pareil cas, il les a répétés 1000 fois. Il tire sur la petite poire de caoutchouc fixée au-dessus de sa tête. La vitre du cockpit s'en va d'un coup et un vent violent lui balaie le visage. À présent, il n'a plus qu'à déboucher sa ceinture, sauter et ouvrir son parachute. Mais c'est alors que rien ne se passe comme prévu. Lorsqu'il tente de s'extraire, quelque chose le retient. Son pied droit est coincé dans l'habitacle endommagé et il est entraîné par les restes de son avion qui tombent comme une pierre. Pendant des instants interminables, il tire de toutes ses forces et la sangle qui retenait sa jambe cède enfin. Il n'a plus qu'à actionner l'anneau de son parachute et il se retrouve flottant dans les airs alors que l'avant de son Spitfire continue sa route vers le sol. Tandis qu'il se balance mollement dans le ciel radieux, il a un sourire de triomphe. Pour la première fois, son infirmité lui aura servi à quelque chose, car si sa jambe droite n'avait pas été artificielle, si ses attaches de cuir n'avaient pas rompu, il serait toujours prisonnier dans le cockpit et il serait mort. Mais Douglas Bader retrouve toute sa concentration. Le sol se rapproche dangereusement. La partie est loin d'être gagnée, car son autre jambe aussi est artificielle, et il n'est pas facile de se réceptionner au sol quand on est cul-de-jatte. Il est au-dessus d'un champ. Si au moins il pouvait tomber sur la meule de foin qu'il voit là-bas, mais non, le vent le dirige vers une ferme. Il va droit vers une barrière. Il va s'empaler dessus.
En ramant avec les bras, il parvient à l'éviter, mais il va tomber sur sa jambe artificielle, qui va lui rentrer dans le corps. Il y a un choc, une douleur très violente, et il s'évanouit. Douglas Bader, l'aviateur sans jambes, qui vient d'être abattu après 25 victoires, a toujours eu la vocation. Depuis sa naissance, 30 ans plus tôt, il ne rêve que d'une chose, voler. Il passe très tôt son brevet de pilote et s'impose comme un des plus doués. En 1930, il rentre dans la RAF comme sous-lieutenant. Il se spécialise dans les vols d'essai. En 1931, il a les 2 jambes brisées dans un effroyable accident et il faut l'amputer. Cela aurait pu être la fin de sa carrière, voire de son expérience, s'il avait sombré dans la dépression. Mais c'est là qu'il révèle ses qualités morales extraordinaires. Grâce aux prothèses avec lesquelles on l'appareille, il parvient à marcher normalement, puis à conduire, puis à piloter. Il épouse l'infirmière qui l'a soigné et fonde un foyer. Mais évidemment, il ne fait plus partie de la RAF. Il doit abandonner tout espoir de ce côté. Et puis, en 1939, c'est la guerre, et en raison d'une pénurie de pilotes, il est réintégré. Il se couvre de gloire pendant la bataille d'Angleterre qu'il termine chef d'escadrille en 1941. Quelques jours plus tôt, après sa 23e victoire homologuée, il vient d'être nommé lieutenant-colonel. Douglas Bader reprend connaissance. Il est sur un brancard dans une cour d'hôpital. Il y a des uniformes allemands autour de lui. Un homme en blouse blanche et petites lunettes se penche sur lui. C'est un médecin. Il soulève le drap qui le recouvre pour l'examiner, découvre le moignon et pousse une exclamation. « Vous avez perdu votre jambe dans le combat ?» Bader reste très calme. « Non, bien avant. Ma prothèse s'est détachée pendant que je me débattais pour sortir de l'avion. »« Vous vous êtes reçu sur une seule jambe ? Cela a dû être très difficile. »« Assez. Voyons dans quel état elle est. » Le médecin allemand retrousse le pantalon et se redresse tout pâle. « C'était donc vrai ? » ?»« Vrai quoi ? L'histoire de l'aviateur anglais sans jambes, je croyais que c'était une légende. » De toutes parts, on s'attroupe près du brancard. Le Britannique garde tout son flegme. « Pouvez-vous me dire où je me trouve ? » ?»« À l'hôpital de Saint-Omer. J'aimerais vous demander une faveur. Si elle est en mon pouvoir, je vous l'accorde. Faites fouiller dans mon avion. Mon autre prothèse s'y trouve. J'aimerais la récupérer. » Ce sera fait. Et Douglas Bader est emmené dans une partie de l'hôpital de Saint-Omer transformée en prison militaire. Il se retrouve dans une chambre à 4 lits où il y a 3 autres aviateurs, 2 Anglais et un Polonais de la RAF. Il n'a pas besoin de dire qui il est. Sa réputation l'a précédé. La nouvelle s'est répandue dans l'établissement comme une traînée de poudre. À peine a-t-il fait leur connaissance qu'il leur pose la seule question qui l'intéresse. Comment faire pour s'évader ? L'un des Anglais lui désigne la fenêtre, grande ouverte, en cette chaude après-midi d'août. Par là, avec une corde. Il n'y a pas de sentinelle de ce côté-là, tandis qu'il y en a une autre à la porte. Mais le problème, ce sont les habits. Ils nous les confisquent, et nous n'irons pas loin dans notre accoutrement. Douglas Bader constate en effet que les 3 compagnons sont en chemise de nuit. Et d'ailleurs, la porte s'ouvre pour laisser le passage à des infirmiers qui viennent lui prendre son uniforme et lui donnent à la place le même vêtement qu'aux autres. Il n'insiste pas. De toute façon, il a connu une journée plutôt mouvementée. Il a besoin de se remettre de ses émotions et de reprendre des forces. Le lendemain, un officier allemand vient lui apporter, conformément à la promesse qui lui a été faite, sa jambe artificielle manquante. Elle est toute tordue. Il a une grimace de dépit en la découvrant. Elle est dans un triste état. L'officier a un sourire. Pas autant que votre avion. C'est un vrai tas de ferraille. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons de bons spécialistes. Nous la ferons réparer. Et il le quitte en emportant la prothèse sous son bras. Un peu plus tard, à l'heure du déjeuner, Douglas Bader a une autre bonne surprise. La jeune infirmière qui lui apporte son repas lui parle à voix basse en français. Constatant qu'il ne comprend pas, elle s'adresse au Polonais qui, lui, connaît sa langue. Lorsqu'elle est partie, celui-ci traduit. « Elle s'appelle Lucille. Elle dit que la résistance veut nous faire évader. Pourquoi moi et pas les autres ? Parce que vous êtes un héros. Elle m'a aussi demandé si vous étiez d'accord, et j'ai répondu que oui. » L'évasion de Douglas Bader s'organise donc et il faut faire vite, car cet internement à l'hôpital de Saint-Omer n'est que provisoire. Dès que les prisonniers en traitement sont rétablis, ils sont en effet envoyés en Allemagne. Dans son cas, ses blessures sont superficielles et son séjour ne sera pas long. Heureusement, tout avance au mieux. 2 jours plus tard, les Allemands lui rendent sa prothèse magnifiquement réparée et Lucille lui glisse avec son déjeuner un billet en anglais. « Mon fils attendra devant la grande grille de l'hôpital chaque soir de minuit à 2 heures. Il fumera des cigarettes.
C'est signé J. Yek. Bader n'a pas une minute à perdre. Il doit régler au plus tôt les 2 problèmes restants, les vêtements et la corde. Il commence par les vêtements. Il fait appeler le médecin-chef, celui-ci même qui l'avait examiné sur son brancard. « Voilà, j'ai un ennui. Chaque fois que je vais dans le couloir pour me rendre aux toilettes, tout le monde fixe mes prothèses, qui dépassent de ma chemise de nuit. C'est très gênant. Je comprends, mais que puis-je faire? Me rendre mes vêtements ?» Le médecin fronce les sourcils. Il reste silencieux un instant, puis il décide. « En principe, c'est strictement interdit. Mais pour vous, je vais faire une exception. » Il se met à rire. « Vous n'allez tout de même pas vous évader sans vos jambes ?» Douglas Bader fait écho à son rire, de bon cœur, et peu après, il se voit doté de vêtements civils. Reste la corde. Pour cela, il a recours à la méthode la plus éprouvée par les prisonniers de tous les pays et de tous les temps. Les draps. Le soir, il s'empare de tous ceux de sa chambrée et les noue ensemble. Cela fait juste la hauteur qui les sépare du sol. Il n'a plus qu'à descendre, à la force de ses bras. En bas, comme prévu, il n'y a pas la moindre garde. La grille de l'hôpital n'est pas fermée à clé. Il n'a qu'à la pousser. Dans la rue, il distingue le point rouge d'une cigarette. Il se dirige dans cette direction. Une voix française l'interpelle. « Douglas ? » ?»« Oui, c'est moi. Suivez-moi. » Après une longue marche dans les rues de Saint-Omer, en guettant les patrouilles, il se retrouve avec son guide dans une ferme à la sortie de l'agglomération. La famille Yek est là qui l'accueille. Le père, la mère et un autre fils. Le père s'adresse à lui. « Demain matin, nous vous ferons aller dans une autre ville. Pour l'instant, allez vous reposer. » Douglas Bader accepte volontiers. Les émotions l'ont épuisé. De plus, la marche prolongée est un exercice très fatigant pour lui. Il ne tarde pas à sombrer dans un sommeil réparateur. Malheureusement, son réveil va être brutal et dramatique. Madame Yek fait irruption dans sa chambre. « Les boches, venez avec moi, vite !» Toute la ferme retentit de bruits de bottes, d'exclamations et d'ordres en allemand. Suivant son hôtesse, Bader se rend dans la cour en sortant par une porte sur l'arrière et va se réfugier dans la grange, se dissimulant de son mieux dans la paille. Il était temps. Il ne tarde pas à entendre des pas. Ce sont de nouveau des interpellations et des ordres en langue germanique. Il ne voit rien, mais il perçoit des bruits dans la paille. Ceux-ci se rapprochent, et il voit soudain une baïonnette passer à un doigt de sa tête. Cette fois, c'est trop dangereux. Le prochain coup sera pour lui. Il se redresse comme un diable sortant d'une boîte. Le jeune soldat allemand, qui était en train de fouiller la paille, recule, effrayé. Mais heureusement, il garde son sang-froid. Il ne tire pas. Il appelle son officier et l'instant d'après, Douglas Bader est repris. Il s'adresse aux Allemands en leur désignant les Yek, qu'il voit emmener en même temps que lui. Ces gens-là n'étaient pas au courant de ma présence. Je me suis introduit dans leur cour, sans qu'ils le sachent. Ramené à l'hôpital, l'aviateur est privé de ses prothèses et de ses vêtements, et étroitement surveillé avant d'être envoyé en Allemagne. Et à partir de là, sa captivité est celle de tous les prisonniers. Qu'ils aient leurs jambes ou non, qu'ils soient ou non héros. Il reste 4 ans enfermé dans une forteresse, avant d'être libéré par les Américains. Passant par Paris, avant de regagner l'Angleterre, il reçoit un triomphe. Là, il pose aux autorités une question qui lui tient particulièrement à cœur. Que sont devenus les Yek? Des recherches sont faites et la réponse ne tarde pas à lui être communiquée. Ils n'ont pas été fusillés, mais emmenés en camp de concentration. Ils viennent eux aussi de revenir d'Allemagne et en très mauvaise santé, mais vivants. Cette fois, Douglas Bader, le pilote sans jambes, pouvait retrouver son pays. La guerre était finie et il ne laissait derrière lui aucun regret. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Décidément, on pourra dire que le colonel Bader n'avait peur de rien. À bientôt les petits angoissés.